Alors, on va partir d'abord de la définition officielle du stress. Et quand je dis stress, vous vous souvenez, je parlais des stresseurs, ça c'est l'environnement de travail, et puis je parlais de l'impact sur l'individu. On fait la mesure du stress, parce que ce qu'on ne mesure pas, comme on dit, on ne le gère pas. Donc, la chose la plus simple, c'est un questionnaire déclaratif de fréquence et d'intensité de symptômes qui peuvent résulter du stress. Bon. Alors, la définition européenne, Bilbao, Organisme européen des conditions de travail, c'est le stress est un décalage entre les ressources que l'individu perçoit avoir à sa disposition et les contraintes qu'il croit voir peser sur lui. Alors, dès que vous avez dit ça, vous mettez les managers très mal à l'aise, évidemment. Parce que si vous commencez à dire c'est du perçu, c'est du subjectif, vous voyez, c'est pas facile, parce que ça veut dire que moi, entreprise, c'est pas parce que celui-là stresse et est malade que c'est forcément de ma faute. Je peux en trouver un autre demain qui va faire l'affaire. Trop souvent, j'ai vu dans les usines des postes de travail qu'il aurait coûté cher d'automatiser. Donc, qu'est-ce que je voyais? Je voyais un jeune homme, une jeune femme, qui approvisionnait une machine avec des éléments assez lourds, avec les deux bras à longueur de temps. Et je savais par les syndicats qu'au bout d'un temps assez court, elle allait souffrir de troubles musculo-squelettiques, qu'il faudrait la remplacer, qu'éventuellement elle serait en arrêt maladie, et que quand on ne pourrait plus la laisser sur ce poste, ben si on trouvait un poste plus doux, eh bien tout va bien, on la reclassait, sinon on devait la licencier, et on en mettait une autre, et on recommençait. Et ça, c'est quand même très coûteux, humainement et économiquement pour le système de santé. Donc ça, ce que je suis en train de dire d'ailleurs, ça montre que si on ne change pas les situations de travail, on ne va pas améliorer les choses. On ne fait pas du management durable. Donc le stress, c'est une différence de perception. Cette différence de perception, elle dépend de mon hérédité, mon patrimoine génétique, elle dépend de mon histoire personnelle, de laquelle dépend mon image de moi, mon estime de moi. Et vous savez bien que tout ça, ça fait voir le monde d'une façon complètement différente. Donc, ce n'est pas un sujet facile, parce qu'il y a toute une dimension de subjectivité. Alors, il y a un point qui est très intéressant, parce que les entreprises sont très mal à l'aise par rapport à ça. Bon. Alors, l'Europe a fait une étude très sérieuse qui essaye d'imputer les responsabilités. Et ça, c'est très intéressant. Si je vous dis, entre le travail et les trajets, et la vie personnelle et familiale, qu'est-ce qui pèse plus lourd, au dire des salariés, dans leur état de stress? Est-ce le travail ou est-ce que c'est la vie personnelle? Eh bien, c'est le travail presque à 2 contre 1. Je vous donne les chiffres. 60% est attribué au travail et 35% à la vie familiale et 5% en autres. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ça veut dire qu'il y a quand même une responsabilité du monde du travail là-dedans. Et, bon, quelques chiffres rapidement encore, avant de passer aux facteurs de stress. 71% des salariés seraient en contact avec le public. Ça me paraît beaucoup, mais c'est les chiffres que j'ai obtenus. Eh bien, dans ceux-là, ceux qui sont standardistes ou qui sont secrétaires, 28% se déclarent agressés. Alors, pas physiquement nécessairement, hein, verbalement. 33% des soignants et des enseignants. Ça nous étonne pas trop, compte tenu de tout ce qu'on lit dans la presse et de moi ce que j'ai vu dans les hôpitaux, psychiatriques en particulier. Et 27% des commerciaux se disent agressés. Donc, vous voyez, on est quand même là, un tiers presque de la population qui dit qu'ils sont agressés, qui vivent de l'hostilité, bon, etc. Alors, les stresseurs, bon, c'est très classique, hein. C'est des choses, par exemple, au fil des années, sur les 30 dernières années, la charge de travail n'a cessé d'augmenter. Les contraintes de temps, de délai, ne cessent d'augmenter. On réduit les effectifs, mais quand la reprise vient, on n'augmente pas nécessairement les effectifs. Il faut faire plus avec moins. Alors, quand on regarde dans les contraintes de temps, 60% des salariés disent « je suis interrompu sans arrêt », 50% disent « je travaille dans l'urgence », et puis beaucoup se plaignent des sous-effectifs. Alors, dans les autres, il y a un grand classique de nos chercheurs scientifiques, c'est l'équilibre contrainte-autonomie.
Ce qui dit que, par exemple, ce ne sont pas les cadres supérieurs qui stressent le plus, ce sont les ouvriers contraints, par exemple sur une chaîne avec un temps de cycle de la minute. On ne se rattrape pas facilement sur une minute, hein, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. C'est l'équilibre contribution-rétribution, ça c'est un grand classique du management. Qu'est-ce que je donne, qu'est-ce qui me donne? Le compte n'est pas bon. C'est les relations. Est-ce que j'ai du soutien de mes collègues, de mes managers? Ou est-ce que j'ai du bullying? Est-ce que j'ai des règlements de compte, des boucs émissaires? Bon, on se doute bien que tout ça. Puis la peur du chômage. Attendez, la peur du chômage. Aux États-Unis, c'est endémique, la peur, parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Et même en France, c'est énorme. Et puis, c'est des changements continuels de tous ordres. Ordre contre ordre, des ordres, nouveaux logiciels. Donc, les gens vivent à un rythme et dans une pression qui n'a cessé de s'augmenter. Et moi, je dis, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Il y a un moment, il y a un effet de ciseau. On regarde combien ça coûte, combien ça coûte, combien ça coûte au niveau de la santé. Les gens vieillissent, il y a un moment, on dit il faut faire quelque chose. Alors je ne sais pas si on y est vraiment, mais là, il y a une agitation au niveau de la réglementation. On va le voir dans une minute qui arrive quand même. Toutes les études le montrent, la relation avec le hiérarchique pèse très lourd, et vous avez raison de le dire. La première cause de départ dans les entreprises, c'est le rapport avec le chef. Les Suédois ont mené une enquête sur 3122 hommes sur une période de 10 ans. Ces hommes déclaraient la qualité et mesuraient la qualité de leur relation avec leur supérieur hiérarchique. On voulait tester la corrélation entre la qualité de cette relation et la probabilité d'un incident cardiovasculaire. Alors, en bon scientifique, vous voyez bien que vous devez contrôler des tas de variables. Des variables qui ne sont pas si évidentes, comme le revenu, la catégorie socio-professionnelle, l'éducation, qui, oui, influent énormément sur le risque cardiovasculaire. Les gens qui sont plus hauts sur ces variables ont moins de risques. Mais bien sûr, après, on va contrôler des choses classiques comme la pression artérielle, la présence d'un diabète, et un certain nombre de choses comme ça. Et donc, c'est une très belle expérience. On a contrôlé toutes les autres variables et on voit très clairement qu'il y a une corrélation entre la qualité de la relation avec son supérieur hiérarchique et la probabilité d'un incident cardiaque, ce qui est quand même pas quelque chose, c'est pas une mince affaire, c'est grave. C'est-à-dire qu'après, soit on meurt, soit on se retrouve dans une chaise roulante.